Attirer, recruter et fidéliser les professionnels de la restauration. Moi, c'est Flo, et dans chaque épisode, mes invités partagent leurs expériences, leurs solutions et surtout ce qui fonctionne vraiment pour construire des équipes engagées et redonner envie de rejoindre ce secteur. Je me souviens très bien quand on recrutait, au départ on leur vendait le truc, mais on avait envie qu'ils y croient, mais quasiment comme des investisseurs. On disait mais tu vois, on va faire ça, voilà, Canard Street, on démocratise le canard, on le modernise. Ouais, on se vendait un peu auprès d'eux en fait. Bienvenue dans Arrière Cuisine, le podcast qui parle sans filtre des enjeux humains de la restauration. Ils avaient envie de bosser dans un environnement en famille, de se connaître, de boire un coup à la fin du service, d'être à l'aise quoi. On entend souvent la restauration c'est un métier avec beaucoup de turnover, oui, mais je trouve qu'on a été globalement depuis toujours assez préservé là-dessus parce qu'on a eu des équipes en rang resserré quoi. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arrière Cuisine. Aujourd'hui je reçois Grégoire de Canard Street. Canard Street, c'est un concept autour du canard. Votre objectif depuis 2015, c'est de changer l'image des plats autour de cet ingrédient et de ce produit. Vous avez une histoire qui a évolué dans le temps, on va en parler ensemble. Moi, ce qui m'intéresse, Grégoire, c'est que c'est ta première expérience professionnelle, en fait, cette aventure de restaurant. Et donc, j'ai envie qu'on commence par ça, que tu nous racontes un petit peu, même si on va par la suite parler un peu plus des femmes et des hommes qui travaillent chez Canard Street, plutôt que de ce qu'il y a dans les assiettes. J'ai quand même envie que tu nous racontes un peu cette aventure entrepreneuriale au tout début de cet épisode. Bonjour Florent, merci de m'inviter à ce podcast, c'est très sympa. Effectivement, Canard Street, ça fait bientôt 10 ans qu'on a créé Canard Street. On a démarré à Lille. C'est pas du tout la région du canard, mais non. Mais c'est comme ça. Parfois, on démarre dans des endroits un peu incongrus. Et on a créé ça avec Nico, mon associé. C'est lui qui a eu l'idée à l'époque. Il était parti en année de césure à Hong Kong. Il a vu un peu le canard là-bas asiatique. Lui, il vendait du fromage là-bas, donc rien à voir. Il a découvert le canard un peu là-bas. Il mange beaucoup de canard, mais pas le même que le nôtre. Et il s'est dit justement qu'il y avait un truc à craquer avec le canard. Il est rentré en France en se disant mais c'est dingue, il mange le canard un peu de plein de façons différentes là-bas quoi. Ouais. Alors que nous en France, à l'époque, peut-être que ça change maintenant avec nous, j'espère, mais le canard en France c'est très traditionnel. Ça a cette image très terroir qui est pas une mauvaise image, mais voilà, c'est assez ancré quoi. C'est le magret de canard, l'auberge du Sud-Ouest, c'est ça l'image du canard. Et nous on s'est dit alors moi j'avais un attrait pour la restauration aussi, lui aussi, on était dans la même école, rien à voir avec une école de restauration d'ailleurs, mais on s'est dit ok, il y a un truc à faire autour du canard pour le dépoussiérer un peu, pour le moderniser. Et donc vous êtes encore en école à ce moment-là et vous vous dites vas-y, on se lance dans la restauration. On est encore en école à ce moment-là, et en fait il rentre de Hong Kong, moi je rentrais d'Amérique latine, et il me dit mec, il y a un truc à faire dans le canard, je sais pas ce que c'est mais il y a un truc à faire. Et moi j'avais des envies de restauration mais que j'avais un peu mis de côté, et on réfléchit ensemble et on se dit mais on fait un premier constat qui est que le magret de canard c'est un des plats préférés des Français. Et on se dit, si c'est un des plats préférés des Français et que c'est proposé jusqu'ici de manière très traditionnelle, il faut qu'on puisse le moderniser un petit peu, le présenter sous différents formats. En fait, le rendre consommable beaucoup plus quotidiennement, quoi. Et parce qu'un autre constat qu'on avait fait, c'est que c'était un produit assez saisonnier, très fête de fin d'année, très, très festif. Ce qui était bien, mais du coup... Et pas consommé tout au long de l'année. Ouais, pas forcément consommé tout au long de l'année, sauf peut-être dans le Sud-Ouest où vraiment il y a cette culture du canard... estival aussi avec les barbecues, la plancha et tout. Et donc on se dit ok, changeons les formats. Donc on réfléchit et on se dit ok, burger de canard, pourquoi pas, tartare. En fait on se dit ok, quand on parle d'un burger, les gens savent ce que c'est quoi. Après on peut mettre ce qu'on veut dedans. Un tartare c'est pareil, il y a des tartares de plein de choses différentes. Des croquettes, voilà, des choses un peu plus sexy quoi, disons. Et donc on réfléchit à ça, et puis on était en dernière année d'école et on se dit maintenant il faut qu'on teste un peu le concept quoi. On n'était pas du tout lillois, mais en réfléchissant à une manière de tester le concept sans argent, on tombe sur le marché d'Oisem, qui est très connu des Lillois. Et de fil en aiguille, par contact, on voit qu'il y a un emplacement qui se libère dans le marché d'Oisem. On postule, on obtient cet emplacement. Donc plutôt vente à emporter. Ouais, vente à emporter, de comptoir, vraiment une ambiance marché. Et on se lance là-dedans tous les deux. Accueil des Lillois, des commerçants... de Oisem fantastique, parce que les Lillois sont des gens merveilleux, et on démarre comme ça tous les deux
Donc vous êtes que tous les deux à ce moment-là. Tous les deux. Pas de staff. Pas de staff. Pas de recrutement. Pas de recrutement, encore, exactement. On fait toutes les recettes. Vous préparez tout vous-même aussi. On prépare tout nous-mêmes. On invente un peu les recettes qu'on peaufine au fur et à mesure avec nos premiers clients. Et il y a un bel engouement assez rapidement quoi, autour du concept. Tout ça dans une ambiance marché qui en fait nous correspondait parce que il y avait le comptoir, il y avait cette facilité de discussion avec les clients, les retours rapides et un lien, c'est presque charnel avec les clients quoi. Enfin, c'est une ambiance de marché, c'est joyeux, il y a du monde, c'est intense. Ouais, exactement. tu vends beaucoup vite. Ça consomme sur place ou c'est plutôt ça consomme sur place au comptoir, un peu sur le pouce. Au départ, on était très street food, Canard Street. Derrière, quand on s'est développé, on a dupliqué ce concept du marché entre quatre murs. Vas-y, parle-nous un peu de ça. Du coup, donc ça dure quoi, un an ça dure 1 an. Okay. Et en fait, très rapidement, on a quand même de la suite dans les idées. Et on se dit, il faut qu'on sorte Canard Street du marché, qu'on le mette entre quatre murs et qu'on monte un vrai resto, quoi. Vrai resto, entre guillemets, pour nous, c'était ce format un peu comptoir, restauration rapide, un petit peu hybride, entre quatre murs, mais avec une vraie équipe derrière, quoi. Okay. Et donc ça, c'est à Lille aussi. Et donc, en fait, on passe en 1 an d'une dinette entre guillemets où on était les 2 associés fondateurs, où on s'est éclaté pendant 1 an, à un resto d'un coup avec 10 personnes quoi. Il a fallu qu'on recrute 10 personnes. Et alors c'est quoi déjà la première personne que vous recrutez à ce moment-là? Je sais plus, je veux pas faire de jaloux si jamais ils écoutent, je ne sais plus, mais en tout cas les premiers je m'en souviens très bien, il y en a même qui sont encore avec nous aujourd'hui. Ouais. Vas-y, sur quel métier? Il y en a un qui est directeur du resto parisien actuellement, okay. qui est une des premières personnes qu'on a recrutées à Lille pour le resto dans le centre-ville. Alors, on avait quand même commencé à bosser un peu avec des extras dans le marché parce que les dimanches, on avait une forte activité et on avait besoin d'avoir un peu d'aide, quoi. Et donc, en fait, je m'en souviens des premiers extras qu'on a pris à l'époque et qui nous ont aidés à... Tu les trouves comment à ce moment-là? Comment est-ce qu'on les trouve? Je sais plus, par relation, par amis d'amis, amis de ma colocataire, je crois. Ou des étudiants de l'école. Ouais, des étudiants de l'école. Ouais, exactement. Et puis on leur faisait un petit contrat et ils venaient bosser tous les dimanches pour nous filer un coup de main, quoi. Ok, trop bien. Et donc ouais, ouverture, donc c'est quoi, 2016? Ouverture, donc 2016 le marché, 2017 le premier restaurant. Le premier restaurant. Donc là, en fait, d'un coup, on se retrouve à 2 à recruter une dizaine de personnes et à gérer un resto, ce qu'on ne savait absolument pas faire, parce qu'en fait, on avait géré un comptoir de marché pendant 1 an. Et on avait les deux, on avait toujours le comptoir de marché et donc le resto. Et là, on a vraiment appris en marchant. Enfin, c'est quoi tes grosses surprises? Les grosses surprises peut-être plutôt sur le staff même ou sur le management ou... Ouais, il y en a eu plein. En fait, je dirais que les premiers, donc nos premiers employés, ils ont adhéré à notre histoire. Ils ont vraiment cru en nous, quoi. On a eu cette chance qu'ils croient en nous à fond pour nous suivre sur un truc. Enfin, en réalité, on savait pas encore ce qu'on faisait, quoi. Ce que tu veux dire, c'est hyper intéressant, je trouve. Tu es en train de dire que c'est pas des gens qui cherchaient forcément un job dans la restauration, mais qu'ils avaient un besoin d'adhésion un peu plus fort à une vision, à un projet qui est plus en fait un projet entrepreneurial finalement que juste un restaurant. Oui, il y avait un peu des deux, mais je dirais qu'en fait, on y croyait tellement avec Nico à Canard Street, au fait de dupliquer Canard Street entre quatre murs, que cette énergie qu'on avait au départ, ils ont été sympas, ils ont cru en nous, quoi. Ils avaient envie d'en être. Et en fait, je sais pas, nous, on leur vendait le truc, que je me souviens très bien quand on recrutait. Au départ, on leur vendait le truc, mais on avait envie qu'ils y croient, mais quasiment comme des investisseurs. On était mais tu vois, on va faire ça, voilà, Canard Street, on démocratise le canard, on le modernise. Voilà, on s'est lancé pendant 1 an dans un marché. Ouais, on se vendait un peu auprès d'eux, en fait. Est-ce que vous l'avez matérialisé, tu vois, ce truc-là, ou est-ce que c'était juste au quotidien? T'as les 2 fondateurs du projet qui sont présents. Je pense que c'était l'énergie du moment et ça faisait qu'il y avait un truc qui se passait, quoi. Comme ça marchait bien, on était dans une énergie positive du fait que ça marche bien. Et donc, il y avait plein de questions annexes qu'on ne se posait pas forcément, ouais. Quoi. C'est-à-dire, on faisait par exemple des petites croquettes de canard. Quelle est la meilleure manière de faire les croquettes de canard? Bon, en soi, on les faisait pas de manière idéale au départ, mais on les faisait. Et il y avait du chiffre d'affaires qui rentrait et ça marchait bien. Donc, on prenait pas la peine encore
parce que c'est quand même une question importante, de se dire attends, comment est-ce qu'il faut qu'on fasse les croquettes parfaitement, quoi. On était juste dans une énergie globale qui était hyper positive et on y allait, quoi. Tout le monde avait envie de bosser et la cohésion se faisait comme ça, quoi. Bon, et du coup, ça cartonne, ce premier Ça marche vrai bien. établissement, et vous vous dites, on va en ouvrir partout en France, j'imagine. Exactement. Encore une fois, on est dans cette énergie, donc on se dit, ok, on s'arrête pas là. Le marché marche bien, le premier resto lillois marche bien. On arrive à trouver des partenaires financiers pour nous accompagner. On ouvre 1 an après à Paris. Et là, particularité dans la gestion à la fois des restos et du staff, avec Nico, on se sépare, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je rentre à Paris, j'étais le Parisien des deux. Donc, je rentre à Paris pour gérer le resto parisien, et Nico reste à Lille, même si on passe notre temps à faire des allers-retours entre les deux, mais on est chacun d'un côté. Donc, non, pas du tout, ça casse pas du tout quelque chose, mais là où peut-être certains sur des restos proches géographiquement auraient harmonisé les bonnes pratiques RH, nous, c'est pas qu'on l'a pas fait, ou c'est pas qu'il y a eu qu'on a ressenti un manque de ça, mais c'est pas une question qu'on s'est posée, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'on gérait notre staff globalement de la même manière, c'est une certitude même, mais on se posait pas cette question-là, alors que on aurait probablement dû peut-être se la poser, quoi. Et à ce moment-là, vous avez vous ressentez les difficultés de recrutement sur le marché, ou comme vous avez une marque un peu jeune, un peu attractive, un positionnement fort, ça va? Encore une fois, je reviens sur ce côté énergie, mais pour faire le lien avec l'ouverture de Paris, parce que quand on part ouvrir à Paris, en fait, on emmène une partie du staff lillois qu'on avait recruté à Lille au départ à Paris. Et ils suivent. Et ils suivent. Enfin, je veux dire, ils viennent avec nous et ils nous aident à ouvrir Paris. La directrice du restaurant lillois qu'on avait recruté, fantastique, qui a vraiment fait partie de l'histoire au départ avec quelques autres. Ils étaient une petite équipe de 5-6 qui vraiment était là au départ. Donc on gérait le resto lillois ensemble, etc. On lui a dit, ok, on ouvre à Paris. Elle est venue à Paris avec nous et elle est devenue directrice du resto parisien, quoi. Avec 3-4 autres personnes, quoi. Donc en fait, notre but, c'était d'emmener l'esprit lillois. On était vraiment dans cette démarche-là au début. On avait envie d'emmener cette énergie lilloise qu'on avait eue au départ, qui avait fait notre succès, parce que le succès de Canard Street, c'était oui, le canard est bon, notre burger de magret est excellent, je te le recommande, je pense que tu le connais, mais ce qui faisait le succès, c'était l'état d'esprit, quoi. C'était l'énergie, toute l'équipe qu'on avait qui était hyper accueillante. Nous, on dit souvent à notre staff, vous dites bonjour madame, bonjour monsieur à la personne qui rentre dans le resto avec un grand sourire, il y a 95% du boulot qui est fait, quoi. Et ça, c'était top. Et en fait, sans le savoir, vous permettez aussi à vos équipes d'évoluer, de bouger, parce qu'il y a des grandes demandes quand même aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Carrément. Donc Paris, ça fonctionne aussi. Paris, ça fonctionne, mais encore une fois, en partie grâce au staff lillois qu'on avait ramené, quoi. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on a continué avec cette énergie-là, quoi. Et tu sens qu'il y a une culture d'entreprise qui se met en place, j'imagine, qui fait un petit peu la sauce secrète de Canard Street à ce moment-là. Ouais. Il y a un truc, il y a une patte, il y a dans l'accueil client, dans le professionnalisme, aller au bout des choses, et dans la cohésion d'équipe, quoi. En fait, on sentait que nos gars, ils avaient envie de bosser un peu en famille, de se connaître, d'être à l'aise les uns avec les autres, de recruter aussi, parce que eux recrutaient, hein, c'est pas que nous qui recrutions, mais les directeurs qu'on avait mis sur chaque point de vente, ils recrutaient leurs gars, quoi. Donc ils avaient envie de bosser dans un environnement en famille, de se connaître, de boire un coup à la fin du service, d'être à l'aise, quoi. Pas spécialement de turnover dans tes équipes à ce moment-là? Il y en a toujours un petit peu, mais quand je compare à l'époque et même encore aujourd'hui par rapport à d'autres confrères, ou en règle générale quand j'entends ce qui se dit dans la restauration, parce qu'on entend souvent la restauration c'est un métier avec beaucoup de turnover, oui, mais je trouve qu'on a été globalement depuis toujours assez préservé là-dessus, parce qu'on a eu des équipes en rang resserré, quoi. Ok. Donc là, 3 établissements. 3 établissements. On est en quelle année là? 2018, 19, ouais. Et il y a le Covid qui commence à faire coucou de loin. C'est quoi, vous ouvrez 2 établissements avant cette période-là? On ouvre en fait en parallèle du Covid. Alors le Covid, c'était particulier pour les équipes aussi. On ouvre déjà un autre établissement à La Défense.
qu'on a fermé depuis, parce que forcément avec le Covid c'était compliqué. Mais ce qui était particulier pendant le Covid avec les équipes, c'était au départ on a fait le choix de fermer, puis après on s'est dit ok, on va réouvrir en livraison. Et en fait pour les équipes c'était compliqué, c'est-à-dire qu'on réouvrait mais à moitié de manière un peu hybride en livraison. Donc on remettait pas tout le monde au boulot, on en remettait une partie sur les services. Oui, puis ta sauce secrète qui était l'accueil, la convivialité, elle est quand même moins présente à ce moment-là. Franchement, c'était vraiment particulier, quoi. En fait, la réalité, c'est que on n'avait pas envie de bosser, eux non plus. Mais c'était logique, quoi. C'est une erreur pour toi d'avoir ouvert en livraison à ce moment-là ? Je pense que c'est une erreur. Enfin, c'est toujours facile de se dire après coup, allez, j'aurais jamais dû ouvrir, mais oui, si je devais refaire l'histoire, je pense qu'on n'aurait pas ouvert à emporter en livraison pendant le Covid. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, mais d'un autre côté, les équipes, ceux à qui on disait ok, allez, on réouvre, machin, ouais, ils étaient motivés. Il y en avait aussi qui avaient envie de sortir de chez eux et de faire quelque chose, quoi. Et ils auraient très bien pu nous dire non, franchement, ça m'intéresse pas, je préfère être chez moi tranquille. Non, enfin, ils étaient quand même, il y a eu du répondant, quoi. Donc, ça faisait quand même plaisir, quoi. Mais c'était période particulière pour la restauration de manière générale. On sort de cette période-là, donc vous fermez la Défense, tu dis à ce moment-là. On ferme la Défense et derrière on en réouvre 2, Reims et Bordeaux. Enfin dans le sud-ouest. Enfin dans le sud-ouest, exactement. Ça marche bien. Ça marche bien à Reims, ça marche bien à Bordeaux. Bordeaux, il y a la culture du canard. Donc en fait, on a eu un super accueil. Et toujours sur un format un petit peu plus, plutôt fast-food que restauration. Ouais. Alors au tout départ, on était vraiment dans ce format un peu hybride, street food, comptoir, marché. En fait, on avait vraiment le marché en tête, qui était notre identité de départ. Et avec le temps, on est allé un peu plus vers le fast-food, vers la restauration rapide, un peu trop. Et en fait, à un moment donné, sortie de Covid, on s'est dit ok, on est allé un peu trop vers la restauration rapide. Ce que les gens voulaient sortie de Covid, c'était de l'expérience, être à table avec les copains, être à table, qu'on nous raconte l'histoire, etc. Et nous, en fait, on a toujours eu un produit qui symbolise ça, quoi. Le canard, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est bon, c'est des grandes tablées qui durent un peu. Et on avait cette ambiance, on avait cette identité avec le côté un peu marché. Et puis, à un moment donné, on s'est un peu perdu. À notre sens, on s'est dit non, mais on est allé un peu trop vers la restauration rapide, un peu trop carré, quoi. Et on s'est dit, mais non, en fait, il faut prendre le contre-pied de ça, quoi. On a ce produit qui est chaleureux, qui est vivant. Remettons-le au centre de la table avec du service à table, avec de la grande tablée, avec des plats à partager, avec un magret entier qu'on picore chacun, des boissons sympas et tout, quoi. Et ça, c'est un changement radical pour tes équipes. Radical. Tu changes complètement de métier, quasiment. Radical. Tu préparais du canard, mais dans une forme très différente. Tu as besoin de beaucoup plus de services, j'imagine. Comment c'est reçu à ce moment-là ? Ton équipe a beaucoup changé. C'est peut-être eux-mêmes qu'on sonnait tiré la sonnette d'alarme. Certains, ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à un moment donné où on allait un peu trop vers la restauration rapide, il y en a à qui ça correspondait plus. Des historiques qui étaient là avec nous depuis le début, justement nous ont quittés en très bons termes, mais en nous disant un peu en deuxième lecture, ouais, c'est plus trop mon truc, j'ai plus envie de rester dans la restauration traditionnelle ou d'aller vers ça. Donc déjà, il y a eu ça. Et puis ensuite, quand on est revenu quand on est passé de restauration rapide à restauration traditionnelle, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, il y a eu un peu tous les types d'accueil. Il y en a certains, il y a certaines équipes qui étaient à fond, qui étaient à fond pour ça, qui y croyaient depuis un moment, qui avaient peut-être ça en tête aussi, sans nous le dire, quoi. Et notamment des directeurs qui, avant de travailler chez Canard Street, avaient fait de la restauration traditionnelle et qui du coup connaissaient cet environnement. Et en fait, ça leur correspondait qu'on fasse la bascule, quoi. Donc il y a des équipes qui ont, emmenées par leur directeur, très bien réagi à ça, quoi. Et d'autres un peu moins, ce qui peut se comprendre aussi, quoi. Nous, il y a c'est pas le même métier, c'est pas le même métier. Horaires, et pour nous, avec Nico, c'était hyper naturel, logique. On portait ça, on portait ce changement. Donc pour nous, c'était une évidence. Et je pense que on n'a peut-être pas toujours su bien le présenter à nos équipes. Comment vous l'annoncez ? On l'annonce de manière assez simple en disant voilà, aujourd'hui les performances de Canard Street sont plus qu'elles étaient, parce qu'il y avait aussi une réalité économique. Si on veut continuer, si on veut
faire vivre cette marque. Il faut évoluer, il faut s'adapter à ce que les gens veulent désormais, quoi. Donc plus d'expérience, plus de moments à table. Et donc changeons les choses, gardons l'essence même de Canard Street qui est on modernise le canard, on le revisite, on le présente sous des formats modernisés, mais mettons tout ça dans une coque plus chaleureuse, plus accueillante, avec plus de services, avec une belle assiette. Voilà comment on le présente. Et donc ça, c'est toute la transformation en fait, que vous avez opérée depuis 2-3 ans. Ouais. Et aujourd'hui, donc, vous êtes un groupe de restauration plutôt traditionnelle. Exactement. Et c'est, a posteriori, qu'est-ce que tu en retiens sur les gens, sur l'équipe, tu vois ? Est-ce que petit à petit, ton staff est parti et tu as dû complètement le remplacer ? Est-ce que finalement, la transition s'est faite de manière assez douce ? Au global, la transition s'est bien passée, mais oui, il y a eu des départs. Oui, il y a des équipes, il y a certaines personnes qui n'ont pas forcément, enfin, tout simplement pas forcément adhéré au nouveau positionnement de Canard Street. Pas qu'ils aimaient pas Canard Street, mais simplement le côté restauration traditionnelle et le côté service. C'est quand même des nouveaux métiers, effectivement, comme tu disais. Donc, il y a certains profils qui étaient peut-être plus employés polyvalents ou des profils plutôt cuisine ou des profils, enfin voilà, qui en fait avaient tout simplement pas envie de bosser dans le nouveau format qu'on proposait. Donc ça, c'est arrivé dans une moindre mesure quand même, parce que l'essence même de Canard Street qui était proposer du canard de manière moderne, rajeunie, restait en fait. Enfin, je veux dire, Canard Street, ça reste ça. Après, qu'on le propose en restauration rapide ou en restauration traditionnelle, bon bah voilà, c'est adaptable. Et c'est ce qu'on a. C'est comme ça qu'on l'a présenté aux équipes et ça a été plutôt bien reçu, quoi. Donc, mais c'est pas simple. C'est pas simple. Tu penses que la transition est achevée d'une certaine façon ? Je pense qu'elle est achevée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même gardé certaines habitudes d'avant. Par exemple, en restauration rapide, on a ce qu'on appelle des employés polyvalents, c'est-à-dire que des gens qui peuvent aussi bien être en salle, enfin ce qu'on appelle salle en restauration rapide, au service, etc. Ce côté polyvalent, et en fait, on y tenait beaucoup, et on y tient toujours pas mal. Et en fait, si aujourd'hui, on recrute plus des profils, soit salle, soit cuisine, on garde quand même toujours cette patte un peu polyvalente, et on le dit quand on recrute, on dit voilà, il faut être capable d'aller un peu partout aussi. Chez Canard Street, on aime bien quand un serveur passe aussi en cuisine et qui sait, pour vendre un produit, pour l'incarner, il faut aussi savoir le faire, quoi. Et quoi de mieux que de savoir cuire un burger magret rosé à la perfection pour pouvoir en parler ensuite aux clients, quoi. Donc on a toujours gardé ce côté-là, on a toujours bien aimé. Et puis aussi pour se rendre compte de ce que c'est le métier de l'autre côté. Exactement. Et dans les moments de tension en plein milieu de service, ça te permet quand même de te mettre un peu plus à la place de l'autre, quoi. Ouais, de tempérer, de peut-être voilà, pour la personne qui est en salle, de voir qu'en cuisine, là il y a beaucoup de monde qui est rentré en salle, ok, je vais faire patienter 5-10 minutes, le temps que la cuisine se remette un petit peu en place parce qu'il y a eu un petit coup de rush et qu'on puisse réenchaîner. Enfin, ça permet d'avoir une vision un peu 360 aussi du terrain, quoi. Ça, c'est un vrai élément de culture, pour le coup, de chez vous, ce point de polyvalence et d'être presque de solidarité, en fait, au sein de tes équipes. Est-ce qu'il y en a d'autres, des marqueurs un peu forts Ouais, alors donc ce marqueur-là est assez fort. Il y en a d'autres... Ouais, il y en a pas mal d'autres, mais qui sont liés à ça, quoi. À ce côté polyvalence, pour le coup, je pense que c'est vraiment un truc qu'on a essayé de garder sur nos directeurs aussi. Quand on recrute un directeur de resto, on insiste beaucoup là-dessus, quoi. On leur dit, voilà, un directeur de resto, pour nous, il doit maîtriser la cuisine, il doit être capable d'aller en cuisine. Et en fait, ça devient un peu un jeu entre les directeurs, où quand on fait des réunions hebdo, on s'appelle tous, on se débriefe un peu de la semaine, et ils disent, putain, là, je me suis mis en cuisine samedi midi, on a envoyé, j'ai fait enfin, ça devient un peu un challenge entre eux, quoi. Et le côté incarner la cuisine, j'avoue qu'avec Nico, plusieurs fois que tu le dis, en tout cas. Ouais. Donc, pardon, je me répète un peu, mais non, en tout cas, on sait que c'est important. On a toujours bien aimé avec Nico, mon associé, aussi sur ça, quoi. Ce côté, ok, j'étais en cuisine et j'ai géré, quoi. Tu parlais là c'est un call hebdo avec les managers d'établissement. Ouais. Vous avez beaucoup de rituels comme ça en interne? On a ce rituel-là. Qu'on aime bien. Parfois, avant de le démarrer, on se dit, ok, cette semaine, il n'y a rien à dire, mais en fait, il y a toujours des trucs à dire. Il y a toujours une anecdote, il y a toujours
une expérience un peu sur un des 4 restos. Un autre truc qui est intéressant entre les restos et entre les directeurs, c'est que on n'est pas dans les mêmes villes, quoi. Paris, c'est pas Bordeaux, c'est pas Lille, c'est pas Reims. Tu vois les grosses différences? Ouais, les gens sont pas pareils, quoi. Et en fait, les directeurs, ils ont ce vécu terrain, quoi. C'est super intéressant. Ils nous disent, à Reims, les gens boivent beaucoup de champagne. Ça dîne tôt. Bon, bah voilà, le service, il commence à 19h, il se termine à 21h30. À Bordeaux, les gens prennent plus le temps, ils s'installent. Ça dîne plus tard. Donc, en fait, ils boivent du vin rouge. Donc, dans les habitudes, dans les plannings, dans les bonnes pratiques, quoi, c'est pas du tout la même chose. Et ça se ressent sur... je sais pas, à Bordeaux, le tutoiement est plus facile. C'est un peu cliché ce que je dis, mais dans la manière de s'adresser aux clients, pour nos équipes, les directeurs, ils vont pas gérer leurs équipes bordelaises de la même manière qu'un Parisien, qu'un Rémois, quoi. Et du coup, tu trouves que ce que tu disais avoir un petit peu manqué, en tout cas à l'ouverture du restaurant de Paris, où il y avait un peu 2 histoires qui s'écrivaient, ton histoire à Lille et ton histoire à Paris, ouais. Là, vous avez recentré, il y a quand même un socle commun Canard Street sur tous les établissements. Ouais, il y a carrément un socle commun. Qui avait quand même, entre l'ouverture de Lille et de Paris, ce que je voulais dire, c'est que c'était pas simple. Pour nous, c'était nouveau d'avoir 2 restos dans 2 villes différentes. Parce qu'en fait, auparavant, on avait le marché à Lille et l'autre à Lille. Là, d'un seul coup, oui, tu mets de la distance. Ouais, on mettait de la distance. Et c'est plutôt ça que je voulais dire. Et ça, je trouve que c'est pas simple, en fait. Mais tu as raison, maintenant, désormais, on a les 4 restos. Chaque histoire s'écrit à chaque endroit. Il y a des particularités de chaque ville. Mais oui, il y a une identité Canard Street. Il y a un truc... il y a un truc qui se crée dans les réunions hebdo, des petits challenges entre les restos. Un des moyens aussi de les faire se rencontrer, c'est quand on a des événements, on fait pas mal de festivals. On a toujours eu un peu cette identité festival. On faisait Wheel of Green à l'époque, on fait la Magnifique Society à Reims, on fait Garo Rock près de Bordeaux, à Marmande. Et en fait, quand on fait ces festivals, ça permet déjà aux équipes de sortir un peu de leur resto. Donc le resto qui est le plus proche du festival, c'est celui qui est en charge du festival. Donc ils sortent un peu des murs du resto, donc ça c'est top, quoi. Et ensuite, on fait venir généralement le directeur ou 1 ou 2 personnes d'un autre resto, genre du resto lillois, qui va venir pour l'événement, la fête du vin par exemple, qu'on fait là dans 2 semaines. Ouais, ça te sert de séminaire en fait. Un peu. Ils se rencontrent, c'est un moment de convivialité, c'est festif. Je trouve que ça reflète bien Canard Street, quoi. C'est un moment de fête, mais en même temps de boulot, de cohésion. Les gens se rencontrent, on envoie des super produits, c'est top, quoi. C'est un petit retour à qui vous étiez au tout début. Ouais, c'est un petit aussi. retour aux sources. Il y a un petit côté marché, encore une fois, qu'on adore avec Nico. Ce côté comptoir, ça va vite. On trouve ça super sympa, quoi. On parle beaucoup des sujets, d'horaire, de rythme, d'équilibre pro-perso. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez vous pour aider en fait sur ce point-là? Pas mal de trucs qui étaient assez naturels. Alors après, c'était peut-être un côté un peu naïf parce que comme on n'était pas du tout du monde de la restauration, je pense qu'on avait envie de bien faire dès le départ. Donc des trucs qui nous paraissaient évidents, qui nous ont toujours paru évidents d'ailleurs, comme je sais pas, 2 jours de repos consécutifs. Ouais, ça paraît évident, mais c'est pas toujours respecté. Nous, on a toujours fait en sorte de le respecter. Pourquoi ? Parce qu'on s'est toujours dit que pour être bien dans ses baskets, pour être sain dans sa tête, faut avoir un vrai week-end, quoi. Alors effectivement, c'est peut-être pas un week-end du vendredi au dimanche, mais juste 2 jours de repos consécutifs en dehors du travail, véritablement, c'est essentiel, quoi. Enfin, sinon, on peut pas se régénérer. D'autant plus sur des métiers comme la restauration, c'est demandeur physiquement, mais c'est demandeur mentalement, quoi. Enfin, sûr. On s'occupe des gens, on leur fait passer un bon moment, et tout ça prend de l'énergie. Alors c'est avec plaisir qu'on le fait, parce que c'est une adrénaline de dingue, mais ça prend de l'énergie, quoi. Et si on n'a pas 2 jours de repos complets consécutifs pour se reposer, je trouve qu'on revient pas avec les idées saines. Oui, puis à la fin, ça retombe sur le client, ça retombe sur ton image de marque. Exactement. Comme tu dis très justement, ça retombe sur le client parce qu'on est énervé, parce qu'on est fatigué et parce que du coup, on va pas avoir le petit mot sympa, quoi. Quelqu'un en restauration, un serveur, une serveuse qui t'accueille avec le sourire, qui te dit bonjour monsieur, bonjour madame, installez-vous, mais
On est presque étonné maintenant de ça, mais en fait c'est la base et c'est extrêmement agréable. Du coup, comme on est étonné en tant que client, quand on est accueilli de cette manière-là, on pardonne tout après. Une petite erreur, une petite attente. Je suis obligé de te poser la question parce qu'aujourd'hui on en parle quand même beaucoup. Les violences en cuisine, les comportements déplacés. Vous avez mis en place dès le début des choses qui permettent d'éviter tout ça. Vous n'y avez jamais été confronté? Non, on n'y a jamais été confronté. On n'y a jamais été confronté. Comment tu l'expliques ça? Parce que je pense qu'on n'est pas des gens violents. je pense qu'on est plutôt des gars gentils, honnêtement, avec Nico, mon associé. Et tu penses que ça redescend culturellement sur vos recrutements? Je pense qu'on recrute aussi des gens. Je dis pas qu'on est parfait, pas du tout, mais je veux dire, je pense qu'on est plutôt des personnes saines. Donc on essaie de recruter des gens sains. Après, je dis pas qu'on s'est pas trompé parfois. C'est quoi la plus grosse erreur de recrutement? Non, mais parfois on se trompe, parfois on recrute des gens et puis en fait ça fonctionne pas du tout. Ou alors, non, c'est drôle parce qu'il y a des moments, parfois on voit pas les choses, quoi. Parfois on est trop dans le, on a trop le bec dans l'eau, enfin le bec dans le guidon, pardon, dans notre cas, et donc on voit pas une mauvaise personne. Et ça nous est arrivé quand même 2-3 fois pourtant de faire passer plusieurs entretiens, etc., de se dire mais ce mec, mais il est génial, cette nana elle est super, allez on y va, go. Et puis en fait ce qu'on faisait, c'est notamment pour recruter des personnes à des postes assez importants, on les envoie toujours dans un de nos autres restos 2-3 jours pour... Ça c'est un vrai conseil à donner. Ouais, pour un peu s'acclimater et pour avoir en fait la vision d'un de nos directeurs qui est là depuis longtemps, parce qu'on a des directeurs qui sont là depuis longtemps quand même. Et du coup, donc avec Nico, on était là, mais lui, génial. Allez, c'est parti. Bon, allez, on l'envoie à Reims. Et puis là, on a le retour de notre directeur qui nous dit, ah non, mais les gars, pas du tout, en fait. Et ça, vous le respectez, ça? Ah ouais. Ah non, mais heureusement qu'on faisait ça, quoi. Il y a des gens qu'on n'a pas pris grâce à notre directeur à Reims, quoi. Parce qu'il nous a dit, non, mais c'est pas possible. Il a vu des trucs que nous, on n'avait pas du tout vu, quoi. Voilà. Ça, j'adore, c'est un super conseil. Alors oui, il faut avoir plusieurs établissements pour pouvoir le faire. Des établissements qui se ressemblent quand même un minimum, mais c'est un conseil... Mais ça peut s'adapter, même si tu n'as pas plusieurs établissements, ça peut fonctionner avec une tierce personne de confiance, pas forcément dans la restauration, mais que toi, que tu connais. Et nous, on l'a déjà fait aussi, ça. On a fait passer des entretiens à des personnes qu'on voulait recruter, pas par un de nos directeurs, mais par une personne de notre entourage à qui on fait confiance. Voilà. Et il y a d'autres trucs comme ça que vous faites de manière habituelle et spontanée dans vos process de recrutement? Il y a ça. Alors déjà, on va un entretien chacun. On est 2 associés. Vous voyez tout le monde? On essaie de voir tout le monde. Enfin, en fait, ça dépend. Nico, il est plus basé à Lille. Moi, je suis plus basé à Paris. Et Nico va plus à Reims et moi je vais un peu plus à Bordeaux, donc en fait on arrive quand même à voir quasiment tous les employés. Maintenant il y a des périodes où il y a besoin de plus de recrutement, on n'est pas forcément sur place et en fait nos directeurs sont quand même assez indépendants, quoi. On leur fait confiance sur le recrutement de leurs équipes. En revanche, pour recruter un directeur de resto, ça nous est pas arrivé depuis un moment parce qu'il y a peu de mouvement, mais là oui, on le voit, Nico et moi on prend le temps. Et qu'est-ce qu'on a mis en place d'autre? Donc ce côté aller voir un de nos autres directeurs, on leur fait faire un service aussi, enfin on a envie de les voir un peu sur le terrain, on insiste pas mal sur le côté vraiment terrain, pas avoir peur d'aller en cuisine, des trucs comme ça, voilà. Non mais c'est bien, c'est ce que je retiens, c'est polyvalence, ça t'as bien insisté dessus, évidemment l'aspect culturel, d'adhérer à ce que vous êtes en train de construire. Et puis ces petits marqueurs d'aller en effet rencontrer le reste de l'équipe. Ce qu'on ferait d'ailleurs assez naturellement dans d'autres types d'entreprises, vous l'appliquez à la restauration, quoi, finalement. Ouais, carrément. Enfin, ça nous paraît normal, ouais, connaître tout le monde, se montrer sur le terrain aussi. Enfin, nous, on n'a pas de bureau en fait, on n'a jamais eu de bureau. Nos bureaux, c'est les restos. Donc en fait, on est très souvent dans les restos. Vous avez une équipe un peu support, tu vois. Est-ce que vous avez des gens aux ressources humaines qui font le recrutement quand même pour vous, le sourcing, ou est-ce que qui sont quand même quelque part, ou est-ce que vraiment le bureau c'est le resto? Non, le bureau c'est le resto, ouais. Ok. Ouais.
Et vous avez quand même ces profils-là en interne ou pas? Non. Pas du tout. Non. On reste quand même un petit groupe de resto, donc Combien de salariés? il y a à peu près 10 salariés par resto. C'est quand même une Oui, soixantaine de personnes. ça fait quand même pas mal, mais ce que je veux dire, c'est que sachant qu'il y a un directeur par restaurant qui est assez indépendant, assez libre dans son recrutement, on n'a pas besoin de... Enfin, aujourd'hui, en tout cas, on ne ressent pas le besoin d'avoir des fonctions support sur le recrutement, quoi. Les supports, c'est Nicolas et moi, on se considère comme au service de nos directeurs, en fait. Enfin, sur toutes ces questions-là. Si jamais ils ont besoin d'un de nos conseils, un truc comme ça, on est à leur disposition, quoi. Mais dans les autres rituels, le côté festival, on y est vraiment attaché, quoi. Chaque année, dès qu'on en a un, on essaie de faire venir les gars un peu partout. On leur fait les contrats, enfin, on a des logiciels, donc ça on s'en occupe. On les alerte sur les heures, sur la coupure, par exemple. Alors parfois, il n'y a pas le choix, malheureusement, mais... Vous avez quelque chose de particulier sur les coupures? Non, enfin, en fait, on les pousse à pas en faire, mais malheureusement, parfois, il n'y a pas le choix que d'en faire, quoi. Mais ce sur quoi on est vraiment vigilant, c'est le côté les 2 jours de repos consécutifs. Voilà, chaque année, ils font un repas staff. Enfin, en fait, les directeurs aussi, on essaie d'être pas mal à leur écoute. En fait, c'est eux qui sont sur le terrain. Sur le terrain, c'est eux qui gèrent leurs équipes. Donc, il y a des moments... Nous, on se rend moins compte du truc. De temps en temps, on a des idées. Puis on leur dit, tiens, il faudrait faire ça. Tiens, ton planning, tu pourrais le faire comme ça. Puis en fait, ils nous disent, non, mais les gars, pas du tout. Ça bosse beaucoup plus l'après-midi entre telle heure et telle heure. Ou alors, ça bosse pas. Ça sert à rien d'ouvrir. Enfin, on est dans un échange permanent. Parce que la réalité, c'est que c'est eux qui voient le truc, quoi. Donc parfois, on essaie d'impulser des choses. Et en fait, on est un peu déconnecté, quoi. Et ils nous disent, non, mais les gars, ça sert à rien d'ouvrir. Dans tel resto de 15 à 16, il n'y a personne, il faut qu'on fasse de la prod, il faut qu'on... Enfin voilà, tu vois. Ouais, par exemple, je te le dis de manière un peu décousue, mais... Non, je retiens pas mal d'autonomie sur Ouais. les équipes et de confiance, en fait, à la fin. Ouais. Tu fais confiance à tes équipes terrain pour prendre les bonnes décisions stratégiques pour vous. Ouais. Sur les trucs vraiment... Enfin voilà, c'est eux qui y sont, quoi. Ok, super. Est-ce que tu vois des évolutions sur on parle beaucoup de la Gen Z qui n'a pas les mêmes attentes, qui passe d'un job à un autre. Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens particulièrement? Post-Covid, oui. Je trouve qu'il y a eu un vrai truc, nous, dans le recrutement. Enfin, en fait, déjà, il y avait beaucoup de postes à pourvoir. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté la restauration post-Covid parce que voilà, il y avait d'autres métiers qui étaient aussi bien payés et moins pénibles. Et on parle beaucoup de la pénibilité en restauration. Donc oui, nous, quand on continuait de recruter post-Covid, il y avait beaucoup plus d'exigences. Enfin, on était face à parfois des profils qui venaient, qui faisaient une journée et puis qui en fait le lendemain revenaient pas sans prévenir. C'était assez nouveau pour nous. Enfin, je sais pas, c'était, je dirais pas choquant, c'est pas le mot, mais c'était vraiment nouveau quand on était là. Bon bah, je sais pas, la personne pourrait prévenir. Donc ça, c'était assez nouveau, mais bon, après c'est tout. C'est une évolution de la société, donc il a fallu un peu qu'on s'adapte. Et en fait, je pense comme beaucoup. Il faut être sexy, quoi. On recrute aussi entre guillemets ce qu'on mérite, c'est-à-dire que si on est sympa, si on a un projet, si on a une énergie, si on a envie d'emmener les gens quelque part, si on rencontre un certain succès, faut le dire, et ben forcément on attire plus, quoi. Et donc nous on a retrouvé ça en repositionnant Canard Street sur un côté plus bistrot parce que nous-mêmes personnellement on a retrouvé une énergie, on a retrouvé de l'envie et du coup ça ruisselle, quoi. Tout de suite, ça se ressent, les équipes le ressentent et t'es plus attachant. Et ont envie de vous rejoindre. Ouais. Exemple, un de nos historiques qu'on avait recruté à Oisem, à Lille, après il nous a suivis à Paris quand même. Donc il a été directeur du resto à Paris, ancienne version, Canard Street version restauration rapide. Il est parti, on s'est séparés en très bons termes. 3 ans après, quand on a remonté Canard Street, là il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, pardon, version un peu plus bistrot. On s'est recroisés parce qu'on était toujours en contact. Il est revenu et aujourd'hui, c'est le directeur de Canard Street à Paris. Il s'appelle comment? Il s'appelle Jean. Et donc, pour nous, l'histoire est belle, quoi. Il vous a laissé le temps de vous repositionner. Ouais. Il a dit, bon allez les gars, rebossez un peu. Puis... Je vous rejoindrai quand ça exactement. sera... Et alors, toutes les histoires se valent parce qu'il y a l'histoire de Jean, il y a l'histoire de Marc à Reims qui est avec nous depuis 6 ans, je crois.
il aura littéralement vécu le passage restauration rapide et le côté plus bistrot aujourd'hui. Il a porté ça, quoi. Donc, non, c'est top. Et puis, il y a une bonne ambiance. C'est peut-être le plus important à la fin. Ouais, il y a une bonne ambiance chez Canard. Deux petites questions peut-être pour finir. Bon, il y a quand même pas mal, toi j'ai compris, vous galérez pas trop à recruter parce que vous avez mis les bonnes choses, en tout cas pas en ce moment, parce que vous avez mis les bonnes choses en place. C'est quoi, tu l'as peut-être un peu dit, mais c'est quoi le conseil que tu donnerais aux restaurateurs qui ont du mal? Il ne faut pas oublier, il y a quand même 300 000 postes aujourd'hui qui sont à pourvoir dans la restauration. Si tu avais un conseil simple, activable pour un restaurateur ou une restauratrice qui a besoin de recruter, ce serait quoi? Mettre les gens dans des bonnes conditions de travail, leur faire confiance aussi. Je parle pour les postes un peu de direction. C'est plus ça qui me vient à l'esprit là, mais je trouve que un restaurateur, il faut que s'il recrute par exemple un directeur ou un adjoint, une personne à responsabilité, un responsable de salle, etc., il faut lui faire confiance, quoi. Je trouve qu'il y a des moments, en tout cas quand on commence à reculer un peu du terrain, on se rend peut-être un peu moins compte des choses. Et ceux qui se rendent le mieux compte de ce qui se passe, c'est les personnes qui sont sur le terrain, quoi. Donc un directeur, je trouve qu'il faut lui faire confiance pour qu'il puisse lui monter son équipe, mettre en place ses bonnes pratiques sur le terrain, mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Voilà, ça c'est un peu laisser la main, quoi. Ouais, c'est un peu laisser la main, mais du coup, en parlant, ça me fait penser que un conseil, c'est de faire que les personnes vont réussir à travailler ensemble. La cohésion d'équipe, on parle de ça, mais c'est pas anodin, quoi, en fait, dans tous les métiers du monde. Et je trouve qu'en restauration, ça se ressent d'autant plus. Il faut que les gens, ils aient envie de travailler ensemble. Il faut qu'ils s'entendent bien. Donc en fait, quand on monte une équipe, il faut soit, si on la monte, si on est sur le terrain, il faut bien s'entendre avec ces personnes. Est-ce que je peux aller boire une bière avec cette personne ou pas? Et voilà, quoi. En fait, il faut que quand on recrute quelqu'un, on le recrute aussi par rapport aux autres personnes qui sont là déjà en place, quoi, pour que tout ça s'imbrique bien et que la chaîne fonctionne, quoi. Si la personne en cuisine s'entend bien avec la personne en salle, qui s'entend elle-même bien avec l'autre personne en salle, il va y avoir un truc naturel, ça va être fluide. C'est la culture de ton entreprise qui se diffuse dans tes salariés, en fait, et à la fin sur tes clients, quoi. Exactement, ça va être fluide, du coup ça va rouler, du coup ça va créer une ambiance, du coup ça va faire une petite magie, quoi. Voilà, c'est ça mon conseil, c'est de créer de la magie. Créer de la magie, faire matcher les personnes entre elles. Bon, et tout ça, ça va peut-être donner envie à des gens de vous rejoindre. Où est-ce qu'on postule si on veut rejoindre les équipes de Canard Street? Si on veut rejoindre les équipes de Canard Street, on est à Paris, rue des Petits Champs. Donc on vient sur place. On vient sur place, oui. Alors ça, c'est un autre truc. Enfin, nous, on recrute un peu via tous les canaux. Okay. On n'est pas trop fermé, tout fonctionne, quoi. Mais c'est vrai qu'on aime bien les personnes qui déposent leur CV. Et ensuite, mais le CV en bonne et due forme, quoi. Papier. Je suis venu, je me suis présenté. Enfin, il y a un vrai côté démarche, je trouve, de venir. Et tous nos directeurs le disent d'ailleurs. Ils disent, les gens qui nous déposent un CV, papier, au moins on l'a, on le retient. Et ils aiment bien, en fait. C'est marrant, c'est intéressant. Un peu à l'ancienne, mais voilà. Ok. Donc Paris, Reims chez Marc, Paris chez Jean, Bordeaux chez Gabin, et à Lille chez Nico et toute l'équipe lilloise. Super. Est-ce que, peut-être pour finir là-dessus, tu penses à quelqu'un qu'on devrait absolument inviter, ou un groupe de restauration, un restaurant, quelqu'un dans l'univers de la restauration qui t'inspire particulièrement? Il y en a plein. Ils m'inspirent tous. On regarde beaucoup ce qui se fait à droite à gauche. Moi, j'aime beaucoup Petzouille. C'est très parisien. Ils sont à Paris. Ils ont 3 points de vente. C'est super. C'est très viandard, assez chaleureux. On les connaît bien. Voilà, un bon esprit. Donc, je les trouve très sympas. Je suis beaucoup ce qu'ils font. Et voilà, je trouve ça très cool. Écoute, on va essayer de les inviter. Merci beaucoup, Greg, pour ton temps, ton regard sur le recrutement dans la restauration et les conditions de travail. Merci d'être venu. Et avec puis, plaisir. Écoute, bon service ce soir, alors. Ouais, carrément. Merci. Merci à toi. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, abonnez-vous au podcast. N'hésitez pas à laisser un petit avis et à le partager autour de vous. Ça nous aide énormément à le faire grandir. Ce podcast vous est présenté par Rosk, la solution simple et rapide pour recruter du personnel en restauration. Pour en savoir plus, le lien est en description.